Bien, bonjour et bienvenue à ce dernier cours où on va enfin apprendre quelles sont les sciences terrestres qu'on doit préparer pour l'Anthropocène en tirant toutes les leçons des cours précédents. Donc ça, c'est l'idéal. Donc je vais faire quelques propositions dans ce sens-là et voilà, ça sera à nous de les tester, d'expérimenter, éventuellement les porter. Alors, juste un petit résumé des cours précédents, vraiment très synthétique. En gros, ce que j'ai montré, c'est que la science, le capitalisme, l'État construisaient des circuits longs, donc les sciences modernes, notamment avec cette idée de engine science et de cette idée de quel est le problème commun à toutes ces entités-là, c'est comment capitaliser. Et donc on a passé pas mal de temps sur les circuits longs et comment la science avait contribué à aspirer le monde pour mieux le contrôler et que c'était une sorte d'explosion contrôlée, enfin plus ou moins contrôlée. Donc toute explosion étant intrinsèquement dangereuse, voilà, ça avait fait exploser nos capacités de contrôle du monde, mais au-delà de nos capacités de contrôle en fait. C'est-à-dire que notre outil nous avait dépassé nos capacités de socialisation un peu civilisée, on va dire. Et donc le côté dangereux, ben voilà, on l'a devant nous aujourd'hui. Et donc voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement pour donc ce qu'Alexandre Monin et d'autres appellent la redirection écologique, qui est un terme qui me semble plus intéressant que bifurcation, parce que redirection, ça suppose que voilà, on vise quelque chose et qu'on hérite aussi de l'état actuel du monde. Bifurcation, on dirait qu'on décolle et on va ailleurs et puis c'est tout. Tandis que cette idée de redirection est intéressante parce qu'elle l'oblige à penser, enfin en tout cas elle permet de mieux garder en tête aussi bien l'héritage que la fermeture. Donc c'est le titre d'un bouquin avec Diego Landivar, je crois que c'est ça, et Alexandre Monin. Héritage et fermeture, et ici je l'applique aux sciences. Donc de quoi on veut hériter et qu'est-ce qu'on veut fermer sur les sciences modernes. Et en gros l'idée, ça serait, est-ce qu'il serait possible de tuer l'infection sans tuer le patient, c'est-à-dire tuer l'accélération, mais sans tuer ce qu'on veut garder des sciences, c'est-à-dire, on va y revenir évidemment, hein, ce que certains y voient comme source de critique, comme source d'enquête collective et démocratique, on va dire. Typiquement, on dit oui, mais pas que. Dit oui, dit même que, en gros, le seul espoir de la démocratie, c'est de copier la méthode scientifique. Enfin, je schématise un peu, hein, mais donc il y a quelque chose à garder probablement. Et donc, en gros, est-ce qu'on arriverait à découpler ce bon côté entre guillemets des sciences, et quel serait-il du méchant capitalisme, pour le dire de manière volontairement caricaturale. Voilà, mais c'est un petit peu ça le pari du oui notamment, et même on va voir de Stengers. Voilà. Alors, d'abord une petite remarque un peu méthodo, qui est que il ne faut pas oublier quelque chose de fondamental, qui est la marge de manœuvre que nous permet l'épistémologie. C'est-à-dire que si on dit que la science ne fait que découvrir le monde tel qu'il est de manière neutre, à ce moment-là, on est fichu, parce que voilà, on ne peut pas aller contre ça en fait. Voilà, c'est peut-être pas le monde qui nous plaît, mais c'est comme ça, et donc il est vraiment crucial qu'on ait cette marge de manœuvre qui dit que les scientifiques ne font pas que découvrir le monde de manière objective, et voilà, découvrir, donc avec cette idée qu'on ne fait que regarder ce qui existait déjà, mais qu'il existe plusieurs manières de le comprendre, ou de dialoguer avec lui, de le contrôler, ou de cohabiter avec le monde. Et donc cette image du tigre qu'on a déjà vue est importante dans ce contexte-là, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut dompter le tigre et comment? Il y a plusieurs manières de le dompter, mais peut-être qu'il ne faut pas essayer de le dompter, il faut juste essayer de cohabiter avec un tigre plus ou moins sauvage en fait. Et donc vous voyez la métaphore avec évidemment la vitalité du monde, et donc garder ce côté un peu sauvage, un peu imprévisible du monde, et ne pas essayer de trop le contrôler parce qu'on tuerait sa vitalité. En gros, ça serait ça le message. Et donc ça nous permet aussi de penser différents types de sciences qui seraient cohérentes avec le reste de la civilisation, avec le mode de vie où, en gros, les forces dominantes de chaque civilisation, on avait vu
en gros, la civilisation organique basée sur les plantes, sur la vie végétale et animale d'Aristote. Le monde machinique de la révolution industrielle, donc qui nous donnait cette vision mécaniste des sciences modernes. Et voilà, le monde dominé par le fait qu'on a atteint les limites planétaires, eh bien, quelle serait la science qui correspondrait à ça? Quel serait le type de savoir? Eh bien, c'est voilà. C'est toute la question que je vais essayer d'aborder dans ce dernier cours. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de penser d'abord des contrastes qui pourraient être féconds ou pertinents pour, face à des pratiques de connaissance, se dire ben voilà, comment il se positionne par rapport à un certain type de dichotomie ou de contraste, du type circuit long, circuit court, voilà, ou acting on, acting with, donc agir sur le monde ou agir avec le monde de Pickering ou Haraway, que je vais identifier un petit peu à Pickering en fait, et en tirer ensuite, donc avec des contrastes qui sont hérités évidemment de ce qu'on a vu des sciences la dernière fois, enfin tous ces derniers cours, et essayer ensuite d'en tirer quelques idées sur de quoi on veut hériter et de quoi on ne veut pas hériter. Alors, le premier contraste qui semble à peu près évident, c'est le contraste, donc je vais commencer par celui-là, entre les circuits longs et courts, puisque dans le résumé que je vous ai donné, je caractérisais les sciences modernes par justement l'établissement de ces circuits longs et la généralisation de ces circuits longs. Donc on pourrait se dire, et c'est ces circuits longs qui permettent l'accélération, donc on pourrait se dire, première réaction, c'était de dire, ben voilà, il faut arrêter ces circuits longs, il faut revenir à des circuits courts. Alors ça, c'est très bien présenté, par exemple, par Berland, dans un livre de l'année dernière, donc Terre et Liberté, la quête d'autonomie contre le fantasme de la délivrance. Et donc il dit très clairement, le collectif doit rester à taille humaine, parce que donc il faut se nourrir de la conscience que les changements d'échelle au-delà de certains seuils ne sont pas quantitatifs mais qualitatifs, et les activités concernées changent de nature et posent des problèmes nouveaux. Et là, il cite Olivier Rey, un bouquin sur le nombre. Alors Olivier Rey, quand j'ai vu ça, et je connaissais un peu Olivier Rey, ça m'a fait un peu tiquer, on pourra y revenir derrière, mais il y a un côté quand même essentialiste, et en gros retour, il y a une essence qui est bonne. D'ailleurs Olivier Rey est très catholique, et il va, disons, il y a un côté, disons, plaidoyer pour, comme on était bien avant, dans le petit monde tranquille, voilà. Et il veut y avoir tout ce problème-là avec Berland, à mon avis. Mais il n'empêche que c'est quand même très intéressant. Donc il cite aussi Weber, où il dit voilà, les conditions d'administration des formations de masse sont radicalement différentes de celles qui prévalent pour de petits groupements fondés sur des relations de voisinage ou les rapports personnels. Donc en gros, voilà, tous les effets pervers d'avoir des formations de masse ou des circuits longs, ou en gros, voilà. Et il dit, c'est aussi vrai dans le champ économique et technique, un élevage en batterie n'est pas une grande basse-cour, les éoliennes industrielles ne sont pas des moulins à vent plus puissants. Plus la production augmente et plus elle suppose d'organisation hiérarchique et engendre de nuisances écologiques inédites, liées notamment aux quantités de ressources et de déchets qu'elle entraîne, qui rompent les équilibres locaux puis globaux. Et donc voilà encore cette notion d'équilibre qui serait, voilà, avant on était dans un monde un peu idéalisé, des basses-cours, des moulins à vent, voilà, et on est rentré dans ce monde décadent, moderne, et il faudrait retrouver ces équilibres-là. Donc en même temps, le discours semble sympathique, on se dit ah oui c'est vrai que quand même ces gros trucs industriels, et c'est vrai que ça a troublé beaucoup de monde, cette grande société, et ça a rompu, disons, une civilisation antérieure a dit oui, et Hayek et beaucoup de grands penseurs, on va dire, du XXe siècle, ça a été leur point de départ, mais on sent chez Berland, en tout cas c'est moi ce que je sens, il y a une sorte de paradis perdu auquel il faudrait revenir avec des circuits courts, et ça me laisse un peu perplexe. Donc il dit, voilà, le capitalisme c'est investir dans une activité pour le redimensionner à l'échelle supérieure, hein, voilà, le commerce au long cours par rapport au petit commerce, enfin bon, je vous passe les textes, c'est toujours le même type de raisonnement, c'est-à-dire que on est passé à des échelles qui dépassent nos capacités de maîtrise et de représentation, et donc voilà, c'est donné comme évident qu'on n'arrivera pas à maîtriser le monde à ces grandes échelles-là. C'est un espoir perdu, et donc il faut vraiment revenir à des petites échelles. Donc des circuits courts, hein, pour reprendre ce vocabulaire-là.
Et il dit, voilà, il y a une opposition aujourd'hui entre autonomie et liberté qui est capturée par le libéralisme et associée à l'arrachement aux communautés locales contre la relocalisation des instances de décision et de production. Donc cette opposition entre les deux, et il dit, et il étend en fait, il dit, voilà, c'est une nouvelle étape pour les Lumières, d'après lui, qui est contre la propension paresseuse à déléguer à d'autres, des intellectuels ou des directeurs de conscience, la fastidieuse besogne de penser par soi-même. Kant donne aux Lumières la devise suivante: « Ose te servir de ton propre entendement ». Et il dit aujourd'hui, il faut adapter cette maxime qui est, face à la gravité de la situation socio-écologique, il faut l'étendre donc pour sortir aussi de la tutelle industrielle, ce qu'il appelle Big Mother dans d'autres textes, oser faire par vous-même. Donc il ne faut pas juste penser par nous-mêmes, il faut faire par nous-mêmes pour reprendre la maîtrise de la production aussi, et pas juste de la connaissance. Et donc là, on retrouve évidemment un grand nombre d'initiatives, d'indépendance et d'autonomie et d'autarcie, qu'on retrouve aussi dans des ZAD ou voilà, dans des situations comme ça, mais matinées quand même d'une sorte de retour un peu à une civilisation un peu idéalisée, dans mon sens, voilà, qui le rend un peu discutable, même si on sent, enfin, quand je lis ça, je me sens assez porté en même temps, mais voilà. Alors, face à cette idée de circuit court, cette idéalisation des circuits courts, donc on peut retrouver aussi, alors pardon, je finis par une citation aussi, ils ont tout un travail d'atelier paysan ou la terre de liens qui, en gros, s'opposant à l'agriculture productiviste et technologique d'Horizon Europe, donc favorise un retour à la terre avec d'autres modalités d'accès au foncier, des outils low-tech partageables. Donc voilà, avec des fermes qui vont être beaucoup plus bricolées, qui combinent plein de trucs un peu différents pour être relativement autarciques et recyclées notamment. Et Morisot, dans Les braises du vivant, oppose bien les extractivistes et l'agroécologie. Disons que l'extractivisme n'est pas calé sur ce que peut Inter, mais sur la mécanique hors sol des marchés qui fixe les prix dans une économie désarticulée de l'écologie réelle. Voilà, et ils disent cette opposition est proportionnelle en gros à l'allongement des chaînes d'approvisionnement à distance. Donc on retrouve bien cette opposition circuit long, circuit court, donc qui est particulièrement visible dans l'agriculture. Alors face à ça, on a, et je pense que c'est intéressant quand même de le noter, le mouvement exactement inverse, qui est donc ce qu'on appelle l'accélérationnisme. Donc c'est un manifeste qui a été publié il y a 10 ans maintenant, venu de Grande-Bretagne, de la gauche de Grande-Bretagne, en disant attendez, ces gens-là qui veulent le retour à la nature et au circuit court, ils sont complètement à côté de la plaque. On est d'accord pour dire que le dérèglement du système climatique planétaire est l'élément le plus important de la situation actuelle et qu'il faut vraiment complètement innover radicalement. Mais, comme vous allez voir, il s'oppose, il y a même des termes assez méprisants, il s'oppose à ces gens qui veulent le retour au circuit court. Et pour ça, il cite par exemple Lénine en 1918 qui parlait déjà de l'infantilisme de gauche. Il dit « Le socialisme est impossible sans la technique du grand capitalisme, conçue d'après le dernier mot de la science la plus moderne, sans une organisation d'État méthodique qui ordonne des dizaines de millions d'hommes à l'observation la plus rigoureuse d'une norme unique dans la production et la répartition des produits. Il est inutile de perdre même 2 secondes à discuter avec les anarchistes et les socialistes qui sont incapables de comprendre cette chose-là. Le seul avenir d'une gauche politique, c'est d'embrasser cette tendance accélérationniste refoulée. » Ça, c'est le manifeste qu'il dit. Donc, ce n'est pas un retour au Fordisme, il dit ça, c'est pas du tout ça. Mais il faut vraiment s'emparer des outils numériques, par exemple, et des outils du capitalisme pour le dépasser et être à la mesure. En gros, ils disent tous ces gens qui veulent retourner à la Terre dans des circuits courts, ils seront complètement impuissants face aux GAFAM, pour aller vite, et au gouvernement. Et donc, ça ne suffit pas, ça. Et ils font le pari que, en gros, toute la science et toute la modernité a été contaminée ou récupérée par le capitalisme, mais qu'on pourrait la découpler et la reprendre telle qu'elle au service d'un projet totalement nouveau. Donc la quantification n'est pas un mal à éliminer, mais un outil nécessaire à utiliser de la façon la plus efficace possible. Il faut faire des modélisations économiques avec une autorité verticale légitime et collectivement contrôlée. Et
nous déclarons que seule une politique prométhéenne de maîtrise maximale sur la société et son environnement peut permettre de faire face aux problèmes globaux ou d'atteindre une victoire sur le capital. Et l'accélérationnisme veut aussi retrouver les rêves qui ont animé tant de gens depuis le milieu du 19e jusqu'à l'aube de l'ère néolibérale, rêve d'un homme sapiens en quête d'expansion au-delà des limites de la Terre et de notre forme corporelle immédiate. Donc il cite la conquête de l'espace aussi comme voilà. Donc vous voyez là on a vraiment deux visions complètement opposées de ce que pourrait être un bon futur. Donc soit voilà, soit on essaye de garder, on garde la maîtrise des circuits longs et on s'en empare collectivement, mais on fait confiance à la capacité de mettre toute cette machinerie au service d'un autre projet totalement différent. Bon, c'est voilà, c'est pas totalement convaincant non plus. Et les circuits courts qui veulent voilà, retrouver une autonomie en produisant nous-mêmes. Bon, est-ce que c'est à la hauteur, à la mesure de la situation? C'est pas complètement évident non plus. Alors, je vous invite à lire, donc, c'est Yves Citon, donc, qui est un philosophe, ou, enfin, pas philosophe ou quelqu'un qui fait de la littérature aussi. Enfin, bon, il a un parcours assez original et surtout qui est le directeur de la revue Multitude, qui a plein de choses intéressantes et qui, lui, a traduit le manifeste accélérationniste. Pour lui, donc, je cite ça, mais ça vaut le coup d'aller lire son texte en entier. Pour lui, il n'y a pas d'alternative à l'accélérationnisme au sens, en gros, à essayer de quand même s'emparer de ces circuits d'information nécessairement globaux et d'essayer de profiter des évolutions technologiques, sociales et politiques qu'il faut accélérer pour se rendre mieux attentif alors à ce qu'il appelle les saloperies hyperobjectales. Alors c'est en fait, il prend ça de Timothy Morton, donc les hyperobjets, c'est ces objets qui viennent de la modernité, qui sont des trucs qui ne sont pas complètement localisables, dont on ne peut pas se débarrasser facilement comme ça, en gros qui sont étalés partout, et que, voilà, du style le plutonium, il dit voilà, le plutonium il est là encore, donc qu'on a concentré pour les centrales ou pour les bombes, donc il est encore, la durée de vie c'est 20 000 ans, et puis dans 20 000 ans il y en aura encore un quart, et puis dans 20 000 ans, et puis pour pareil les plastiques ils sont un peu partout dans les océans maintenant, donc c'est très difficile de les maîtriser, et c'est pas dans des circuits courts qu'on va facilement les maîtriser. Donc en gros, on doit hériter, pour reprendre le vocabulaire de Monin, on doit hériter de ces saloperies hyperobjectales, ça a été légué par la modernité, elles sont là qu'on le veuille ou non, et pour maîtriser et pour hériter de ça de manière un peu efficace, il va falloir qu'on garde au moins certains circuits longs en fait, et certains outils légués par la modernité. Mais il dit qu'il n'y a pas non plus d'alternative à un raccourcissement de certains autres circuits de production-consommation qui gagneront à se ralentir pour se rendre mieux attentionnés envers nos objets de proximité. Et Citon dit l'erreur serait de considérer que ces deux exigences sont a priori incompatibles entre elles, c'est-à-dire de garder des circuits longs parfois et des circuits courts à d'autres moments, enfin pour d'autres objets, dans d'autres situations. Il dit qu'elles entreront sans doute souvent en contradiction, mais c'est justement la tâche des expérimentations et de l'intelligence concrète que d'utiliser ces tensions pour inventer des tiers apparemment exclus et imaginer des solutions inédites. Donc bon, c'est une solution un peu facile, mais bon, je ne vois pas trop d'alternatives enfin, voilà, je suis sensible aux deux exigences, et donc voilà, je ne pense pas qu'on puisse se réfugier dans l'un ou dans l'autre, en fait, malheureusement. Ça serait, donc il va falloir expérimenter les deux des deux, effectivement, et donc je vous invite à lire le texte d'Yves Citon. Ça va dater de, je ne sais plus, 2019, quelque chose comme ça. Alors, je continue un petit peu sur ces circuits longs et courts pour montrer que c'était un bon contraste ou une bonne opposition pour caractériser les sciences modernes, mais pas forcément la plus féconde pour caractériser la suite des événements. Et je vous invite aussi, alors je n'aurai pas le temps de détailler beaucoup de choses que je vais vous montrer, mais plutôt que d'insister sur le caractère local d'une connaissance, notamment là, c'est en agriculture, donc c'est un article de Sociologie rurale, 2014, où il plaide plutôt que pour une connaissance locale, qui n'est pas forcément vertueuse, pour ce qu'ils appellent grounded knowledge, donc une connaissance, alors ils disent reliée et située, donc inspirée de Haraway, dont je parlerai tout à l'heure. Et il dit, voilà, c'est parti d'une recherche empirique, justement, de ces expérimentations dont parle Citon, sur sur la pollution, en fait, sur la pollution de l'eau. Et en gros, il trouvait que, voilà, certains experts et certaines personnes, donc experts qui avaient cette connaissance globale, si vous voulez, enfin,
canalisé mais circuit long, arriver à dialoguer de manière beaucoup plus féconde avec certains qui avaient une connaissance locale, alors que d'autres qui avaient une connaissance locale étaient opposés. Enfin voilà, c'est pas, voilà, le bon partage, c'est pas local ou pas local, c'est est-ce qu'on a envie d'écouter les autres et de relier son savoir aux autres en fait, et d'écouter de la manière dont les autres problématisent la situation et de se relier à cette manière de problématiser la situation. Et donc ça, c'est un contraste qu'ils trouvaient dans leur terrain empirique plus pertinent pour avancer ensemble que cette idée de local ou circuit long ou circuit court. Donc je vous renvoie là-dessus. Il y a aussi des études empiriques, en fait, c'est ça qui est intéressant, parce que cette vision circuit long, circuit court, c'est une vision un peu méta et un peu abstraite. Donc, quand vous allez regarder de manière empirique, donc c'est une étude là, menée notamment par Isabelle Goldranger qui est à l'INRAE et qui regarde donc parce que une thématique qui est reliée à celle de circuit long, circuit court, qui est centralisée ou décentralisée, et donc elle compare différentes manières dont on peut s'organiser et dont les paysans peuvent s'organiser pour mettre en commun des semences. Et donc il y a le modèle centralisé où vous avez une banque de données et banque de ressources qui va en gros faire des essais, et qui va améliorer et puis ensuite va distribuer ça chez les paysans qui vont tester différentes variétés éventuellement. Et puis eux, ils proposent des manières de faire beaucoup plus décentralisées, mais voilà, qui ont des avantages, parce que les gens gardent un certain contrôle sur les variétés qu'ils veulent tester, où ils veulent les tester, mais qui posent plein de problèmes par ailleurs, parce que il faut tout, disons, tout le circuit et toute l'information qui est centralisée, il faut quand même la garder quelque part, et donc une mémoire qui dit, voilà, quel est le rendement de telle variété dans tel champ, et tout ça, ça suppose un travail d'information partagé par tous les paysans, et ça, c'est pas du tout trivial. Alors, je passe vite, hein, mais donc ça pose des problèmes de tests statistiques, mais ça, à la limite, c'est rigolo pour les agronomes qui vont développer des nouveaux tests statistiques pour, voilà, tester l'efficacité des différentes variétés, mais ça suppose aussi une vision non centralisée de l'information, et donc il propose cette idée de passer du modèle panoptique où le centre de ressources voit toutes les variétés, concentre le tout et gère, à ce qu'ils appellent un système holoptique, donc où en gros tout le monde regarde ce que fait tout le monde. Et un peu comme dans les tapis roulants des aéroports, ils disent, voilà, pour éviter que les gens volent les valises, il n'y a pas un truc il n'y a pas un agent qui regarde tous les trucs, mais c'est en gros tout le monde surveille tout le monde, et donc voilà, il n'y a pas trop de vols, enfin en tout cas dans les aéroports, dans certains aéroports. Et le problème, c'est que ça suppose que les agriculteurs prennent un rôle actif dans ce transfert de l'information, et ils disent empiriquement, on voit que voilà, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne veulent pas enregistrer, consigner, cartographier, et le risque c'est qu'on passe du panoptique, pas tellement à l'holoptique, mais à l'anoptique, où en gros on perd l'information, et voilà. En tout cas, il y a un vrai souci empirique là-dessus. Voilà, donc voilà, il faut expérimenter, il faut tester des choses, c'est pas du tout, voilà, il n'y a pas de modèle alternatif très clair et très généralisé. Donc ça, c'est le premier contraste, voilà, qui nous mène à des expérimentations, mais pas très concluantes. Il y a un autre contraste qui me semble intéressant, donc qui est repris par Pickering et Haraway, qui est, en gros, le côté, est-ce qu'on se focalise sur le côté actif du monde et imprévisible? En gros, est-ce qu'on veut vraiment dompter le tigre et le rendre prévisible, ou est-ce qu'on accepte de cohabiter avec un tigre un peu sauvage quand même, ou même très sauvage? Alors, ça vient, pour donner un exemple qui me semblait, qui fait le lien avec ce qu'on a vu juste avant, un article très intéressant d'une anthropologue de 95 qui a étudié en fait l'agriculture dans les Andes, en Amérique latine donc, et elle résume son article en disant qu'il y a deux types de connaissances. Une, ce qu'elle appelle décollable, qui présuppose qu'il y a quelque chose à connaître. Dans une situation, il y a quelque chose à connaître qui ne dépend pas de qui la connaît, quand et où. Et d'après elle, donc cette connaissance, elle est ancrée dans les institutions du capitalisme industriel occidental moderne.
Donc elle dit, voilà, d'après ce modèle-là, qui est évidemment celui des circuits longs, la nature ne parle pas directement, il faut l'interroger dans les laboratoires, voilà, et c'est les expérimentateurs qui sont des prêtres de la nature, d'après les mots de Boyle, donc au moment de la révolution scientifique. Elle dit, il y a un autre type de connaissance, elle contraste ça à un autre type de connaissance qui est attaché à la pratique collective, à une sorte de conversation. Et elle cite le slogan de Pratek. Donc Pratek, c'est un groupe, c'est intéressant, c'est un groupe d'agronomes et d'anthropologues qui étaient dans l'université au Pérou et qui ont décidé de quitter le milieu académique parce que pour eux, le milieu académique, les connaissances que le milieu académique générait étaient forcément décollables et donc s'inscrivaient dans ce circuit long. Et ils disaient ça ne bénéficie pas aux paysans, parce que ça s'inscrit dans la révolution verte, etc. Et donc ça rentre dans des circuits qui finalement n'irriguent pas les paysans de manière efficace ou féconde. Et donc ils ont fondé un truc parallèle, en fait, pour continuer quand même à faire de la recherche, mais un autre type de recherche attaché à un autre type de connaissance. Et leur slogan, c'est « criar y dejarse criar », donc qui est difficile à traduire, mais en gros, criar, ça veut dire élever, donc des animaux, mais aussi les enfants. Vous voyez, d'ailleurs, c'est le même mot qu'on utilise pour les deux, même en français, donc éduquer. Et donc, leur slogan, c'est élever et se laisser élever par cette pratique d'élevage, en fait. Et il dit, donc on pourrait assimiler une sorte de, voilà, pour éduquer les enfants ou élever les enfants, c'est ce qui est le plus proche, je pense, du sens de Pratek. Et elle dit, voilà, que cette conversation avec le monde n'est pas avant tout, et en tout cas sûrement pas de manière exclusive, une activité cognitive. D'accord ? Élever, ça demande de la compréhension, mais aussi de l'amour, de la tendresse, de la patience, et aussi que le but de cette conversation-là n'est pas de créer de la connaissance au sens décollable, en tout cas, via l'interrogation de la nature, mais vraiment de générer et de régénérer le monde et se laisser générer, être régénéré par ce processus soi-même. Donc ça ressemble un petit peu à ce que Latour, à mon avis, a caractérisé comme différence entre production et engendrement, mais voilà, c'est tiré de cet exemple-là. Et on pourrait dire, il y a un côté un petit peu philosophique, mais un côté pratique aussi, c'est que, comme on l'a vu dans les circuits longs, en fait, l'information décollée, c'est-à-dire cette information qui ne dépend pas de qui la connaît, où et quand, mais en fait, on comprend bien qu'elle va être d'autant plus efficace et pertinente qu'elle va pouvoir s'appliquer à des environnements qui vont ressembler à celui où on l'a produite, c'est-à-dire le labo. Et dans les Andes, en fait, Apfel Marglin le dit bien, les niches écologiques sont très diverses, il y a des microclimats de partout, et donc le temps est difficile à prédire, et les communautés humaines sont aussi très diverses, et donc en gros, il n'y a pas deux conversations qui sont similaires, et donc cette grande diversité fait que une connaissance unique tirée de laboratoire ne serait pas très intéressante, et donc ça c'est bien formalisé par l'agronomie en général, hein, c'est que si vous faites de la sélection de variétés en labo, eh bien, dans ce qu'ils appellent les environnements marginaux, c'est-à-dire qui ne ressemblent pas à ceux du labo, eh bien, en fait, ça ne va pas très très bien marcher, on comprend bien, donc il y a un petit schéma là à droite, hein, je ne vais pas passer trop longtemps, mais en gros, si vous avez, je sais pas, deux variétés et qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre dans le labo, mais que dès que vous allez sur différents terrains, eh bien, en fait, non seulement les différences relatives changent, mais carrément l'ordre des rendements changent suivant les environnements, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir cette information sur le classement et de l'efficacité des plantes dans le milieu du laboratoire. D'accord ? Et donc, il y a des techniques pour essayer de dompter ces choses-là, mais bon, voilà. En tout cas, c'est un exemple qui m'a semblé intéressant pour faire la transition entre cette idée de connaissance décollable qui va dans des circuits longs et puis ces environnements très variables qui demandent de la connaissance, en gros, dans les circuits courts, mais avec cette idée qui est de conversation avec le monde, donc où le but n'est pas d'obtenir d'abord de la connaissance et de la création directement d'institutions, en fait, de recherche, mais de recherche d'autres choses. Donc qui sont plus au service, on va dire, des agriculteurs dans les Andes. Et donc ce truc-là existe depuis 20-30 ans.
Donc ils ont un site internet qui est un peu... bon, c'est pas aussi dynamique que les sites internet des institutions mondiales, évidemment, mais voilà, il y a plein d'exemples, ils continuent à faire des choses, c'est voilà, un terrain intéressant. Alors, si on veut essayer de généraliser ça, je prends ici un livre qui devrait être publié l'année prochaine de Pickering, donc qui est un sociologue des sciences qui vient de la physique, mais qui est sociologue des sciences depuis, je sais pas, au moins 40 ans, là, qui est à la retraite maintenant, et qui a écrit un livre qui s'appelle donc Acting with the World, donc c'est agir avec le monde, et le contraste qu'il propose ici, c'est agir avec le monde ou agir sur le monde, hein, acting on, acting with. Donc il dit acting on, c'est cette attitude familière de maîtrise et de domination, donc qui pour lui caractérise la modernité, alors que acting with, c'est cette idée de, ben voilà, on a une sorte de conversation comme le pratique, et on garde toujours à l'idée que le monde peut nous surprendre, il y a des choses émergentes, voilà, et on faut pas trop faire confiance à la maîtrise, donc c'est l'idée aussi du tigre sauvage, évidemment. Donc c'est garder en tête ce côté incontrôlé du monde. Alors il dit d'abord, effectivement, il y a une difficulté dans cette... lui, il a étudié beaucoup de sciences d'abord, hein, de la recherche en fait. Il a fait son livre fondateur, ça a été sur un livre qui s'appelait Constructing Quarks, donc comment on construit les quarks, donc au CERN en fait. Hein. Donc c'était un physicien des particules à l'origine et il a fait son premier terrain sur son activité de recherche elle-même. Et il dit, en gros, ce poiesis, donc ce acting with the world, c'est en fait ce que font les chercheurs, mais pendant leur temps de recherche. Parce qu'effectivement, avant de maîtriser le monde, bah, il faut le tâter, il faut essayer, il faut expérimenter, il faut... Voilà. Mais c'est la science toute faite, en fait. Donc la science en action, ça serait cette acting with, mais c'est la science toute faite qui, elle, arrive à cette maîtrise-là. Et il dit, en fait, pour comprendre la contradiction apparente, pour la résoudre, il faut dire que l'activité de recherche elle-même, c'est cette activité un peu voilà, émergente, mais le but de la science, donc c'est la différence entre les activités des scientifiques et leur but. Donc leur but, c'est de produire un monde contrôlé, donc un monde dual, comme il dit. Donc produire un instrument qui va, en gros, se comporter de manière indifférente à ce qui se passe par ailleurs et qui va contrôler le monde et qui peut être connu et utilisé indépendamment de celui qui l'a créé. Vous voyez ? Donc là où on va détacher du contexte de création quelque chose qui va pouvoir circuler dans ces circuits longs. Et il dit... donc son bouquin évidemment est assez pro-poiesis, même s'il dit c'est pas parfait ou c'est pas, mais enfin bon, en gros il dit quand même, il prend plein d'exemples, je vais vous en donner 2 ou 3 derrière, mais il dit il y a quand même un côté un peu même esthétique. Il dit est-ce que vraiment, est-ce qu'on veut ressembler à ces gars qui vont faire des puits de 1 km dans le golfe du Mexique pour aller chercher du pétrole là-dedans, donc Deepwater Horizon, vous savez, qui ensuite a fui et qui a contaminé tout le golfe du Mexique. Il dit c'est vraiment, ça manque de style, c'est pas très cool, ça manque de grâce quoi, ce genre de truc. Est-ce qu'on veut vraiment, être copain avec ces gens qui font ce truc de, enfin, voilà, est-ce qu'on veut que ce type de style ou ce manque de style nous caractérise? Et ça, c'est vraiment c'est typique de Pickering, de ses écrits et de son attitude. Et donc, voilà, il a écrit donc ce livre-là qui a plusieurs chapitres, et il prend dans chaque chapitre un exemple. Donc, j'en ai pris juste 2 au hasard ici. Un, c'est l'histoire de l'eau en Hollande, où en gros, vous essayez de canaliser l'eau, donc des chenaux bien rectangulaires, et vous êtes sûr que, voilà, que l'eau, vous savez où elle passe et comment elle passe, etc. Mais le problème de ça, c'est que des fois, vous avez des crues. On a vu le problème l'été dernier, d'ailleurs, en Allemagne et en Hollande. Et donc, vous avez des crues, et si ça dépasse ce que vous aviez prévu, à ce moment-là, vous rentrez dans de l'inconnu et potentiellement catastrophique. Il y a eu donc plus d'une centaine de morts en Allemagne. Et alors que les Hollandais, ce qu'ils ont fait, où il y a eu beaucoup moins de dégâts d'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent Room for the River. Donc, en gros, ils ont anticipé et inclus ces possibilités de crues des fleuves dans la conception des canalisations. Et en fait, donc, en gros, ils laissent des terrains libres
Donc ils font de l'espace, de room for the river, donc ils laissent de la place libre pour la rivière, donc ce qui suppose aussi de perdre des terres dans une vision un peu plus optimisatrice. Mais donc voilà, ils font de la place pour cette respiration des rivières qui doit être incluse en fait, et donc on s'attend toujours à ce que la rivière soit un truc pas complètement maîtrisé. Et de la même manière, il y a un autre chapitre sur l'agroécologie par rapport à l'écologie standard, pas l'écologie, l'agriculture standard, pardon. Voilà, avec le même type d'idée de dialogue avec quelque chose qui préexiste et qu'on ne va pas chercher à faire table rase et à planter des trucs. Voilà. Donc, il dit la science pense le monde comme maîtrisable. On va essayer de construire des barrages et puis on va essayer de maîtriser cette émergence. Et la poésie, c'est quelque chose qui cherche moins la maîtrise et qui donne un exemple qu'il serait possible de se passer de la science. D'ailleurs, le sous-titre de son bouquin, c'est « Doing without science ». Donc, il dit en gros, la science, c'est pas très... la science est dangereuse. Il n'utilise pas l'idée d'explosion contrôlée, mais de hauteur. En fait, la science nous fait monter dans la hauteur technologique, et puis on monte tellement haut que quand on tombe de très très haut, et c'est catastrophique. Et donc, alors que la poésie, c'est quelque chose qui va rester plus près de la Terre. Alors, j'ai retrouvé un truc qui ne cite pas directement Pickering, c'est dans un autre contexte, en fait, mais qui me semble s'appliquer ici, d'Isabelle Stengers, qui est souvent un peu, on va dire, comment dire ça, tranchante. Elle parle, en fait, d'un contraste, elle, entre, vous savez, le chi, enfin, elle parle de François Julien et de cette attitude vis-à-vis du monde qui n'est pas de maîtrise, mais de conversation, on pourrait dire, de dialogue aussi, qui ressemble pas mal à ce que dit Pickering. Et dans ce contexte-là, Stengers dit qu'il serait particulièrement stupide parce que cet art, donc ce poésie sous ces circuits courts, échappe à nos excès et ferme les perspectives au nom desquelles nous avons commis de grands crimes, d'y voir la position de sagesse que nous aurions trahie. D'accord, c'est pas parce que effectivement les circuits courts ou les prémodernes n'ont pas fait l'anthropocène que c'est forcément les bonnes pratiques. Hein, il dit même que c'est particulièrement stupide. Alors j'ai pas passé ce truc-là à Pickering, mais bon, je pense qu'il y a un truc effectivement, et Berland tombe un peu là-dedans aussi. C'est-à-dire en gros, voilà, si on se débarrasse de ce qui a provoqué cette catastrophe, on est forcément bien, alors qu'en fait, c'est quand même pas... Bon, je ne sais pas si je dirais que c'est particulièrement stupide, mais en tout cas, je pense qu'il y a une erreur de raisonnement, Et donc, je conclus ce côté poésie sans framing avec l'article, donc un des articles importants de Haraway, qui s'appelle « Situated Knowledges ». Alors, c'est un article foisonnant, il y a plein de choses, mais je ne vais retenir que ce qui m'intéresse dans ce contraste-là. Et le fait dévier, ce n'est pas tout à fait le même contraste que Pickering, mais il y a quand même un des points qui m'a semblé central, c'est cette idée que, donc, situated knowledge, ça veut dire que toute connaissance est située, donc elle vient d'un point de vue spécifique et d'un corps spécifique situé quelque part, donc on retrouve ce contraste entre connaissance décollable ou pas, mais cette idée aussi que il faut considérer le monde comme quelque chose d'actif, et que ça c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Voilà, alors il dit, donc il n'existe pas de vision à partir de nulle part, qui serait objective, ça c'est ce qu'elle appelle le God trick, donc comment on dit, l'astuce Dieu, le God trick. Alors ouais, c'est pas facile à traduire. Et il dit voilà, il ne faut pas imaginer que cette vue de nulle part, en gros la vue qu'aurait Dieu du monde, ça serait ça la bonne idée pour avoir une vision objective. Il dit la seule espérance d'une vision objective, c'est d'accepter et de comprendre que toute perspective est partielle et située en fait. Et ce n'est qu'en multipliant les points de vue situés et en acceptant qu'ils sont situés qu'on peut essayer de s'approcher d'une vision objective. Voilà. Et donc pour elle, les écoféministes ont cette vision d'un monde comme sujet actif. Hein, donc on retrouve ici la poésie,
et donc non comme une simple ressource cartographiée et confisquée donc par les projets bourgeois, marxistes ou mâles. Donc ça, c'est un peu traduit. Admettre que la capacité qu'a le monde d'agir laisse de la place pour des éventualités perturbantes, y compris celle du sentiment que le monde possède un sens de l'humour non conformiste. Alors ça dérange ceux qui sont convaincus du fait que le monde est une ressource, et donc elle donne des exemples, des figures richement évocatrices du monde comme acteurs pleins d'esprit sont à la disposition des visualisations féministes. Nous n'avons pas besoin de tomber dans un appel à une mère primordiale résistant à l'exploitation. Le coyote ou le tricheur, donc trickster, personnifié dans les récits des Indiens du sud-ouest de l'Amérique, ça évoque la position qui est la nôtre quand nous renonçons à la maîtrise, mais continuons de rechercher la fidélité. D'accord ? Donc, qui dit fidélité ne dit pas maîtrise, et qui dit maîtrise, perdre la maîtrise, ça ne veut pas dire renoncer à la fidélité. D'accord ? Ça, c'est un petit peu le jeu aussi épistémologique que j'évoquais au départ, tout en sachant que nous serons trompés. D'accord ? Donc le monde peut être un tricheur peut-être, contrairement à ce que disait Einstein, vous savez, voilà, que Dieu joue peut-être au dé, mais il ne triche pas. Bon, en tout cas, Haraway n'est pas convaincu par ça. Et donc il existe des mythes utiles aux scientifiques qui pourraient devenir nos alliés, et l'objectivité féministe laisse une place aux surprises et à l'ironie qui sont au cœur de toute production de savoir. Nous n'assurons pas la direction du monde, nous y vivons seulement, et essayons d'entamer des échanges non innocents à l'aide d'appareils prosthétiques incluant nos technologies de visualisation. Et en fait, vous voyez, elle rejette une vision des sciences, mais pas du tout les sciences ni l'objectivité. Et d'après elle reprend en fait ce qu'une autre féministe, Sandra Harding, avait proclamé, qui est de dire en fait la science moderne a été utopique et visionnaire depuis le début. Donc elle veut, en gros, comme Galilée à l'époque a été celui qui a permis, alors c'est une figure, mais disons a permis d'aller au-delà de dogmes et de vraiment avoir quelque chose d'utopique et de visionnaire, et bien aujourd'hui, en fait, les écoféministes seraient les nouveaux Galilée. C'est-à-dire c'est celles qui permettent à la science de s'affranchir du modèle de science moderne de Galilée et d'aller toujours fidèle en fait à cette science d'après elle, évidemment. Donc c'est toujours la question, c'est quelle est l'essence de la science? Est-ce que c'est les circuits longs et la modernité et la maîtrise, ou est-ce que c'est cette idée utopique et visionnaire? Donc ça me permet de faire le lien avec ce que je vais dire juste après. C'est, d'après elle, donc une science interprétative qui bégaye et comprend partiellement, et ça c'est un appui pour toute enquête critique et la connaissance transformative. Elle nous permet de devenir responsables de ce que nous apprenons à voir. Et donc elle veut détacher, il y a un type de connaissance, de la récupération qui en a été faite par les institutions de l'époque et le machinisme, si vous voulez, et le capitalisme. Et donc, ça me permet, disons, en partant là-dessus, de voir concrètement comment est-ce qu'on pourrait mettre ça, enfin disons, de quoi on veut hériter des sciences et comment on pourrait essayer de mettre ça en œuvre de manière un peu plus concrète. Alors, je pense que c'est assez fidèle à ce que veut Haraway, en tout cas une partie, de reprendre Dewey. Donc Dewey, c'est où il a vécu 1850-1950, c'est un siècle à peu près, voilà, à cheval sur le début du XXe, sur l'année 1900. Et Dewey disait le futur de la démocratie est lié à l'extension de l'attitude scientifique. D'accord, donc vraiment c'est assez fort. On veut garder. Alors c'est intéressant, il ne dit pas de la méthode scientifique, d'accord, de l'attitude scientifique. Et cette idée d'attitude est vraiment intéressante. Et donc je prends ici aussi un bouquin d'un philosophe pragmatiste, donc un héritier de Dewey, qui est à Lyon 3 d'ailleurs, donc un bouquin qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle La philosophie comme attitude, et qui caractérise ça comme une manière générale de penser, réglée et spécifiée par la mise en œuvre d'une méthode dont le but est d'examiner n'importe laquelle de nos croyances, de la critiquer et de la réformer si besoin est. Et donc c'est ça un peu ce que Dewey appelle l'attitude scientifique, qu'il va opposer au dogmatisme, et donc il récupère ce côté dont Galilée s'était déjà emparé et qui était science comme critique ouverte de tout dogme, et il dit qu'il faut sauvegarder ça en fait.
Donc voilà, la science, pour Dewey, la caractéristique essentielle, c'est l'attitude antidogmatique et anti-autoritaire de se tourner vers l'expérience dans la résolution des problèmes, et donc la transformation des activités humaines pour les amener à être conduites de manière plus expérimentale et moins autoritaire. Et il dit, les physiciens étaient les premiers, historiquement, à faire valoir une nouvelle attitude, celle de l'enquêteur ou du chercheur, inquirer, c'est le terme qu'il utilise, et à avoir institutionnalisé les pratiques et habitudes anti-autoritaires de conversation entre ses membres, et qu'il prend comme modèle de solidarité démocratique. Et il ne s'agit évidemment pas d'élargir cette vision de la physique et de la science moderne proposée par les physiciens, non via l'importation de procédures qui ont fait leurs preuves en sciences physiques, mais via de nouvelles méthodes adaptées aux problèmes et enjeux humains. Donc Dewey n'idéalise pas les pratiques effectives des scientifiques, évidemment, on sait bien qu'on n'est pas tous aussi idéaux que ça, et que les pratiques elles-mêmes sont critiquables, mais en tout cas, il dit qu'une telle attitude est devenue constitutive de l'image professionnelle que les scientifiques ont d'eux-mêmes et qui sert à réguler leurs activités. Donc c'est un peu ce que Merton a repris aussi, je sais pas, pour ceux qui connaissent le kudos, enfin voilà, le communisme, bon je ne me rappelle plus exactement du truc, mais enfin bon, Merton dit voilà, la communauté scientifique s'est dotée de règles qui font son efficacité d'ouverture et de, voilà. Et donc le projet de Dewey, c'est pas de dire la science c'est mieux que le reste, c'est pas ça le but, une méthode scientifique, donc il dit bien une attitude scientifique et pas une méthode scientifique, mais c'est un projet de transformation de toutes les activités humaines pour les amener à être conduites de manière plus expérimentale et moins autoritaire. Et donc il se sert, voilà, alors certains chercheurs avec lesquels je discute, ils disent que Dewey en fait a fait ça de manière un peu opportuniste parce qu'à l'époque la science était très valorisée. Et donc, en gros, il a récupéré des sciences qui légitimaient, enfin, un discours qui légitimait sa propre vision dans le domaine social pour antidogmatique et anti-autoritaire. D'accord ? Il faut penser que c'est quelque chose qui s'est fait autour de l'année 1900. Donc, jusqu'où ce qu'il voulait récupérer des sciences était réel ou pas, bon, vous en jugerez, mais bon, en tout cas, c'est son projet, et je trouve qu'il résonne quand même pas mal avec ce que dit Haraway, et ce que va dire Sengers aussi. Donc, rabattre la science au sens large, donc, sur le sens étroit, la physique, c'est-à-dire la science comme attitude, si vous voulez, à la science comme méthode de la physique. Donc, il ne faut pas distinguer la science de la non-science par un critère fixe, mais il faut vraiment, donc c'est ce que j'ai déjà dit en fait, approfondir qualitatif de la science elle-même pour avoir ce projet anti-autoritaire. Et un des exemples qu'on peut donner, que donne Madelrieux, mais qui est, disons, la base, c'est juste pour donner un peu une idée de ce que ça pourrait bien vouloir dire, c'est... vous savez que Dewey était un pédagogue essentiellement, enfin il a été très connu comme pédagogue, et il donne une sorte de séquence mais illustrative de ce que pourrait être cette méthode d'enquête inspirée des sciences dans d'autres situations, notamment les enfants à l'école. Donc comment mener une enquête en situation, c'est donc on ressent une difficulté, il faut toujours partir d'une difficulté ressentie, une vraie situation problématique, et pas juste, comme font beaucoup de chercheurs, de se dire « Ah tiens, il y a ce truc-là qui me vient en tête, ou j'ai les données pour ça, et puis je vais faire un truc là-dessus ». Ça, il appelle ça des problèmes scientifiquement morts, même si après on fait des trucs super rigoureux et tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas une vraie difficulté sociale à identifier au départ, ça n'a pas d'intérêt. Donc, dans chacun de ces points que je vous donne les 5 points, il faudrait vraiment creuser et tout, mais c'est juste pour vous donner une idée. Et je vous invite à lire le bouquin de Stéphane Madelrieux. Donc, une difficulté ressentie, 2, sa localisation et sa définition, donc collectivement, la suggestion d'une solution possible, le développement par le raisonnement des conséquences de la suggestion, et de nouvelles observations et expérimentations conduisant à l'acceptation ou au rejet de la suggestion, et toujours en gardant en tête que la suggestion reste hypothétique et ouverte à l'enquête, qu'elle n'en est pas un principe extérieur et invariable, transcendantal, même ce que trouve la physique évidemment, soustrait à toute révision possible au cours de ses enquêtes futures. Elle continue de vivre à crédit. Il dit voilà, c'est toujours suspendu, il n'y a aucun soubassement et rien sur lequel on peut vraiment se reposer, malheureusement. Il dit c'est comme ça. Donc, j'essaie d'aller un peu plus vite.
Donc c'est une utilisation essentiellement négative de l'expérimentation, et négative au sens de critique de tout dogme, hein, et voilà, même s'il y a ce côté positif qui est cet esprit expérimental, mais qui reste évidemment à expérimenter aussi, hein, et à tester sur des terrains différents. Alors il y a des limites à ça. Une des choses, c'est que Dewey ne parle jamais de ce que la sociologie des sciences va montrer après sur le caractère spécifique des objets simplifiés sur lesquels travaillent les physiciens et qui leur permet aussi d'avoir un consensus un peu plus facile à obtenir que dans d'autres domaines. D'accord? Donc c'est ce qu'on a vu justement, ces objets simplifiés et aplanis, dirait Latour. Et puis il dit quand même que l'attitude scientifique, au départ, ça a été un changement global dans la vision de la nature qui est passée d'une sorte de jouissance esthétique de la nature, vue comme une œuvre divine, en fait, à la connaissance comme un moyen de contrôle séculaire, donc et la nature devenant une sorte de matériau plastique pour nos désirs et nos buts. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose qui fait partie de la science pour Dewey, en tout cas des sciences modernes, et dont il ne parle pas tellement dans ce qu'il faut hériter ou pas d'elles. Et donc il me reste combien, mettre du temps du coup, il me reste 10 minutes, hein, c'est ça. Bien, et donc je vais aller un peu plus vite. Et cette tension entre ces sciences idéalisées et les sciences réelles telles qu'elles se font est bien décrite aussi par les historiens. Donc Pestre, dans un article très intéressant, montre bien que même si les deux mouvements, révolution scientifique et révolution démocratique, sont nés à peu près en même temps et ont été très mêlés l'une à l'autre, il y a dès le départ une tension structurelle parce que la science prétend disposer d'un savoir supérieur et être souvent seule en position de dire le vrai. Et puis la science se traduit en technologie, produits et dispositifs, des offres de consommation qui sont faites à travers des marchés qui transforment les équilibres sociaux et la relation à la nature et qui pénètrent la société sans débat préalable. Et donc cette idée de science qui serait une sorte de moteur à la démocratie est née en même temps. Bon, il faut quand même la problématiser un peu plus que ce que fait Dewey. Dewey, en gros, il dit tous les problèmes qui sont reliés à la science, c'est des problèmes du capitalisme, et une fois qu'on serait débarrassé du capitalisme, la science, elle va marcher, quoi. Donc, voilà. Bien, alors, il me reste 10 minutes pour vous donner les solutions. Alors, je pense qu'il y a un continu avec ce que va proposer Stengers au niveau des alliances. Alors, on réédite, là, ces jours-ci, les cosmopolitiques, là, en 7 volumes, en un gros volume. Là, ce que je vous lis ici, c'est tiré d'une revue qui s'est appelée Cosmopolitique, mais je crois qu'il a fait 2 numéros, un truc comme ça, pas beaucoup plus que ça. Et où elle parle, je trouve que c'est assez intéressant, elle parle des alliances et du pari qu'elle fait, en fait. Parce que, vous voyez, soit on pourrait dire la science est définitivement compromise avec le capitalisme, il faut tout balancer, donc c'est les circuits courts, en gros, à Berlin et tout ça. Soit on va vers, non, il faut garder les sciences et la maîtrise moderniste et tout ça, soit on cherche des solutions un peu plus subtiles. Et Stengers, ici, dit qu'il faut quand même récupérer les scientifiques, mais en les faisant changer. Et ça, c'est un pari, elle dit, bon, pas du tout sûr que ça puisse marcher, mais elle fait le pari que les praticiens des sciences, donc dans leur pratique en fait, et pas dans leurs idées des sciences et dans leurs théories, sont récupérables. Donc elle fait le pari que nous ne savons pas ce dont les scientifiques pourraient devenir capables. Et surtout, elle dit qu'il faut se garder de tout jeter de la modernité, de crainte d'aboutir à encore pire en fait. Les circuits courts, tout ça, bon, se méfie un peu quand même. Et ce qui est intéressant de ce pari aussi, c'est que c'est un pari pour et non une mobilisation contre. Alors qu'est-ce que c'est que ce pari ? C'est donc aller au-delà de cette identité science, domination à raisonnement, voilà, ça c'est le pari. Alors que si on fait le pari de praticiens qui ont vraiment une pratique à défendre et qu'on veut sauvegarder, dont on veut hériter, eh bien à ce moment-là, on doit déplorer que l'effort désintéressé des scientifiques soit aujourd'hui dominé par des impératifs de rentabilité, jugés à partir de ses applications et soumis à des objectifs à vue courte, bref, à raisonner. Et donc ça, c'est un bon point aussi si on veut essayer de voir avec qui on pourrait faire des alliances. Donc est-ce qu'on veut faire des alliances avec Rogue ESR et avec un peu des gens un peu corporatistes ou pas, ou se nouer aussi à d'autres mobilisations de salariés par exemple. Bon, voilà, il faut qu'on trouve des manières de dire qu'on mérite mieux et qu'on est dans la même galère que les autres. Bon.
Voilà, alors, et elle dit évidemment, selon la première voix qui juge la science complice, la seconde fait ricaner. Effectivement, parce que, bon, voilà, vous êtes un peu naïf de croire toutes ces choses-là, donc on ricane. À bas les masques, fin des nobles alibis, tout ça, c'est un des alibis des scientifiques, de la quête désintéressée, ou tout ça, c'est des alibis juste pour être financés. Mais selon la seconde voie, la première, parce qu'elle fait ricaner, est complice du drame qui se joue, de la trahison dont les scientifiques sont victimes, et avec eux l'humanité pensante en lutte contre les asservissements obscurantistes. Vous voyez qu'on retrouve ici du Haraway, un peu du Dewey aussi. Et donc elle dit qu'il faut prendre appui sur ce qu'elle appelle une étho-écologie. Alors étho-écologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire non pas écologie au sens primaire de l'environnement, hein. C'est une écologie comme une structure et des relations entre les praticiens. Donc, alors ethos, parce que c'est pas réductible à une psychologie individuelle, hein, mais ce qu'elle veut dire, c'est par l'éthos des praticiens, c'est que tout ne se vaut pas. Et elle introduit la notion d'obligation, qu'il faudrait creuser un peu plus longtemps, mais qui renvoie à ce qui oblige à penser. Elle dit comme la chair fraîche et non une succulente salade cause l'appétit du carnivore. En gros, les praticiens, ils sont émoustillés par différentes choses et ils sont obligés par différentes choses, donc il faut bien caractériser, et qui celles-là sont récupérables justement. Et le pari, c'est d'essayer de récupérer ce souci et ces obligations qui sont honnêtes, si vous voulez, récupérables et pas condamnées à être complices du capitalisme. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut récupérer ça? Eh bien, en fait, c'est pas individu par individu, c'est cette écologie, donc il faut parier par un autre régime écologique qui incite les scientifiques à perdre ce qui pourrait bien n'être que de mauvaises habitudes. D'accord, ces mauvaises habitudes qui est de travailler rien que pour des circuits longs, séparés du public, mal socialisés, et qui les mettent en situation d'avoir à se représenter autrement. D'accord? Alors, donc, il fait appel aux chercheurs à prendre conscience que la recherche de la scalabilité, donc ça c'est dans un autre texte, hein, mais qui me semble relié, pour elle-même est ce qu'elle appelle une passion triste. Donc en gros les chimistes qui ne veulent que faire des molécules pour l'industrie, etc., scalables et reproductibles, etc., produites en masse, c'est une passion triste. Cette scalabilité est parfois utile, on peut passer au vaccin, donc scalabilité c'est, bon, je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais ça vient de Hansing, et puis c'est ces trucs, en gros, de connaissances détachées dans les circuits longs, hein, pour aller vite. La scalabilité est parfois utile, les vaccins par exemple, mais elle est intrinsèquement dangereuse, car elle rend vulnérable à la capture par la méga-machine capitaliste. Okay, donc ça, c'est les circuits longs, c'est l'explosion contrôlée, c'est un peu la même chose que ce que j'ai dit là. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait être des praticiens qu'on récupère pour des sciences terrestres? Elle dit, bah, c'est une question spéculative parce qu'elle fait comme si les sciences pouvaient être isolées du milieu qui leur a donné le pouvoir de blinder leur définition, donc en gros de faire ce qu'elles voulaient. Cependant, cette spéculation n'est pas vaine car le défi que constitue une transformation possible des pratiques scientifiques ne doit pas être sous-estimé et l'idée que cette transformation pourrait se résumer à un retour général aux sciences ambulantes. Donc en gros à la poésie, ça j'aurais pas le temps d'y aller, mais c'est ce que dit Deleuze, il oppose la science royale, en gros la science scalable à la science ambulante qui serait la poésie, ça je tranche un peu trop, mais on en discutera après si on a le temps. Ou avec une rupture avec toutes les entreprises de fabrication de scalabilité, d'un romantisme d'assez mauvais aloi, comme tout rêve de retour à une pseudo-innocence perdue. Vous voyez, les modes terrestres sont désormais trop profondément endommagés pour que le rêve d'un retour au passé ne soit pas un cauchemar. D'accord, on retrouve là le particulièrement stupide. D'ailleurs, comme Hansing le souligne, les pratiques non scalables ne sont pas bonnes en soi. Elles peuvent être redoutables, le pillage, l'extraction effrénée, les discriminations xénophobiques, la mise sur le marché de produits frelatés, les escroqueries en tout genre ne sont pas scalables et le monde vivant ne sont pas plus harmonieux. Les anciens en savaient quelque chose, ils ne récompensent guère les bonnes intentions. Donc en gros, Berland, voilà, il est rhabillé. Voilà, et donc je pense que c'est une vision qui montre bien cette tension-là. Il ne suffit pas de se réfugier dans le non scalable, ça ne va pas marcher, donc on va être obligé d'affronter autre chose. Et donc ça pourrait être... Voilà, alors elle dit... Bon, je vais être obligé de passer là-dessus, mais elle propose quelques pistes en partant, disons, du contraste entre science ambulante et science royale. Mais je vais être obligé de passer sur le contraste science royale et nomade. Vous lirez, si vous voulez, Deleuze et Guattari pour avoir ce contraste-là. Parce qu'il faut que je finisse. Donc, je vais finir avec quelque chose qui m'a été aussi suggéré, donc Florian Charvolin, donc, qui est sociologue ici à Lyon 2, qui m'a renvoyé sur des choses, disons sur une dimension qui est vraiment à creuser,
qui est cette idée qu'il faut une sorte de socialisation, bon, que j'ai appelée profonde, ça vient pas de lui ce terme-là, mais en gros, comment réencastrer différemment les pratiques scientifiques. Et donc pareil, je vous renvoie ici à quelque chose que je ne vais pas pouvoir détailler, mais qui est, au lieu que les sciences se socialisent en disant, bah, en gros, les scientifiques, nous sommes ceux qui vont distinguer les faits, les vrais faits, des valeurs, et qu'on va faire progresser l'objectivité. Donc il faut trouver une autre manière de faire de la connaissance et d'autres types de connaissances. Et un des exemples intéressants, c'est quand même Politique de la nature, donc un vieux livre de Latour aussi, qui remplaçait ce contraste fait-valeur par 4 étapes, qui en gros oblige à ralentir en fait. Voilà, je ne peux pas vous le présenter, mais on va pas juste, la science ne va pas dire quels sont les vrais faits, quelle est la vérité, tout ça, c'est un truc, une machinerie qui va prendre toutes les propositions, qui va leur donner des bons interlocuteurs et des bonnes personnes qui vont pouvoir défendre et situer tout ça dans le collectif et pas juste dans le labo. Donc on va ouvrir les labos et ensuite on va arbitrer entre ce qu'on veut faire et pas faire, mais de manière beaucoup plus collective et pas juste dans les labos. Vous vous rappelez, Pestre dit, voilà, ça passe par les marchés, ça passe par les labos, ben enfin tout ça, il faut les ouvrir et les vasculariser, je ne sais pas comment il faudrait dire. Et donc avec tout ça, on ralentirait et ça permettrait de sauvegarder un peu de circuit court, un peu de circuit long, mais de manière collective et pas juste, voilà, pas sans aller dans un sens totalement ou dans l'autre. Et donc ça rappelle, vous vous rappelez de cette image que je vous avais montrée au tout départ, hein, les sciences modernes, c'est dans le monde, vous avez des phénomènes et vous les idéalisez, vous passez par le labo et là, vous faites votre résolution, vous faites du scalable, vous faites les maths, etc. Et puis après, vous rebalancez tout ça comme application dans le monde et vous changez le monde, mais vous voyez que beaucoup de choses se passent, comme dit Latour, 50% de notre politique se fait dans les labos. Politique au sens, on change la société. Et donc ce qu'il faudrait faire, c'est on peut garder une sorte de détour par le laboratoire pour faire quelques circuits longs, mais vous voyez, au lieu que ce soit juste un truc où on va mettre les chercheurs là-dedans, ben on va faire des collectifs de recherche, donc évidemment comment ça reste à voir. Il y a une certaine autonomie des sciences là-dedans parce qu'effectivement, on leur laisse, mais il faut trouver la bonne autonomie qui n'est pas celle de la science confinée dans les laboratoires, donc je n'ai pas la solution, hein, mais c'est un des problèmes. Et comment on va passer du monde commun 1 au monde commun 2 en intriquant avec le laboratoire, mais de manière beaucoup plus ralentie et beaucoup plus socialisée. Voilà, et donc je finis, je crois que c'est ma dernière, voilà, hop, avec pas trop de retard. Donc, science moderne, c'est une explosion totalement incontrôlée, donc qu'est-ce qu'on veut garder de ces sciences modernes? Eh bien, quand même une sorte de maîtrise socialisée, grâce à cette socialisation profonde, cette attitude d'enquête et d'attitude critique. Et vous savez qu'on en a besoin aussi, hein, des statistiques publiques, des choses comme ça, contre les puissants pour aller vite. Et qu'est-ce qu'on veut jeter? Eh bien, en fait, ce confinement qui nous mène à l'accélération et à cette prétention de vue de nulle part universalisme. Et donc comment on peut faire ça? Eh bien évidemment, c'est pas moi qui vais vous donner toutes les solutions, mais il y a des choses dont on peut déjà se saisir à cette idée de science surfaite et de science non faite, parce que dès qu'on commence à vouloir réorienter ou voilà, la politique scientifique, on nous dit « Oh là là, mais vous allez nous casser des trucs, vous allez nous imposer par la dictature de fermer certaines disciplines et ouvrir certaines disciplines. » Je dis bah, « C'est ce qu'on fait déjà en fait, sauf voilà, il faut faire d'autres choix au niveau des postes et des financements évidemment. Et puis, ce qui est plus difficile, est essayer d'emporter les praticiens avec nous, comme dirait Stengers, de s'allier avec eux pour qu'ils voient l'intérêt à cette socialisation profonde qui va les priver évidemment de certains pouvoirs, mais qui pourrait les intégrer à cette nouvelle dynamique. Et donc je préfère finir sur une note un peu optimiste. Voilà, merci aux fidèles et merci aux organisateurs.